tous. Merci d'être venus nombreux. Peut-être certains d'entre vous étaient là ce matin à la table ronde de 11 heures sur les réseaux sociaux Avenir aux fossoyeurs des médias. Le thème d'aujourd'hui, de cet après-midi, c'est l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux menacent-ils la démocratie? Donc il y aura peut-être quelques recoupements. Bienvenue en tout cas. Je vais rapidement dresser le tableau pour ensuite donner la parole à nos invités. Donc bon, le constat est globalement connu. On parle beaucoup des plateformes sociales en ce moment, et notamment de X depuis son rachat par Elon Musk, de la viralité des fake news, de la façon dont les algorithmes façonnent notre accès à l'information, nos opinions, parfois nous renforcent dans nos opinions ou nous enferment dans certaines opinions. L'instantanéité des émotions qui l'emporte souvent, ou parfois en tout cas sur la vérification des faits, et puis la concentration de ces plateformes et maintenant ces moteurs d'intelligence artificielle entre les mains de quelques milliardaires comme Elon Musk, comme Zuckerberg ou Sam Altman. Ce matin, on évoquait d'ailleurs, pour ce qui est des médias, la mise en place par Google de AI Overview, qui est une nouvelle intelligence artificielle qui résume les articles et qui s'est traduite par une chute des audiences des grands médias américains. On va voir aujourd'hui aussi que peut-être ces outils comme l'IA peuvent avoir aussi des aspects positifs, et par exemple dans le fact-checking, dans la modération des discussions. Voilà, donc les questions qu'on va se poser sur l'indépendance des médias à l'ère des algorithmes, sur la régulation de l'IA, sur les innovations possibles, j'aurai le plaisir d'en discuter avec nos trois invités. Donc Julia Cagé, vous êtes professeure d'économie à Sciences Po Paris, spécialiste de la propriété des médias, et vous avez coécrit avec Benoît Huet le livre « L'information est un bien public, renforcer la propriété des médias » aux éditions du Seuil. Repenser la propriété des médias, pardon. Anne Perrault, vous êtes inspectrice générale des finances, ex-vice-présidente de l'autorité de la concurrence et experte des plateformes numériques et des politiques publiques. Vous avez notamment participé aux états généraux de l'information, et à ce titre, vous avez des choses à nous dire sur les médias et leur avenir. Et enfin, Yann Algan, directeur des centres et instituts de HEC, économiste des émotions et du comportement démocratique. Bonjour à tous les trois. On va commencer par dresser le constat de cette menace qui nous occupe aujourd'hui, et puis on essaiera d'esquisser des solutions dans un second temps. Je me tourne vers vous, Anne Perrault, pour commencer. Vous avez observé la fragilisation du modèle des médias, on va commencer par ça, donc la baisse du nombre de lecteurs, l'effondrement des revenus publicitaires, la dépendance aux plateformes. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui, et aussi qu'est-ce que l'IA vient apporter? Est-ce que c'est une menace supplémentaire ou est-ce que ça vient atténuer ces risques? Alors peut-être pour remettre les choses, dresser un peu un premier constat, le modèle des médias, bien avant l'arrivée de l'IA, il est déjà fragilisé par l'arrivée des plateformes numériques. Traditionnellement, les médias reposent sur deux sources de revenus qui sont d'une part ce que paye, pour reprendre l'exemple de la presse, le lectorat par ses abonnements ou ses achats au numéro, et d'autre part les recettes publicitaires. Pourquoi il y a des annonceurs publicitaires? Parce que justement il y a des lecteurs, de l'audience, et c'est précisément ce que recherchent les annonceurs. L'arrivée des plateformes, comme par exemple Google News, donc là on parle d'un monde même antérieur à l'IA générative, c'est un monde dans lequel Google News par exemple vous propose gratuitement un accès à quelques lignes d'un article sur lequel vous pouvez cliquer, mais généralement vous êtes bloqué assez vite si vous n'êtes pas abonné à ce journal. Donc il se trouve qu'en réalité les consommateurs ont beaucoup aimé cette manière de consommer les médias, et le succès des plateformes comme Google News et la désaffection pour les médias plus traditionnels, il vient aussi du fait que cette offre nouvelle a rencontré une demande, alors peut-être plus adaptée au smartphone, à la lecture dans les transports en commun, que sais-je, mais les lecteurs se sont massivement déplacés vers cette nouvelle forme de consommation et ont massivement quand même cessé d'acheter, de payer pour les contenus. Donc ça fait évidemment une première chute de recettes pour les médias. Les annonceurs, ils ne sont pas idiots, ils suivent leur public, et si le public se déplace sur les plateformes publicitaires, les plateformes numériques, eh bien évidemment les annonceurs ont suivi
les médias sur ces plateformes numériques, les lecteurs sur ces plateformes numériques. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, au fond, les médias peuvent récupérer sur les plateformes numériques ce qu'ils ont perdu dans la vente des numéros physiques papier, mais là arrive un troisième phénomène qui est qu'il a échappé à personne, que ces plateformes occupaient des positions extrêmement dominantes, donc ce sont des acteurs qui sont en quasi-monopole sur un certain nombre d'activités, Google par exemple sur les moteurs de recherche, et Google a fondé sa puissance économique sur le fait de monopoliser toutes les technologies qui permettent de mettre sous les yeux d'un lecteur la bonne publicité au bon moment. Tout ça repose sur la capacité à faire de la publicité ciblée, c'est-à-dire à proposer au lecteur, compte tenu de son historique de navigation, de ses sujets d'intérêt, etc., la bonne publicité au bon moment. Pour être capable de faire ça, il faut maîtriser un certain nombre de technologies de la publicité numérique, ce qu'on appelle les ad tech. Google et Facebook ont en grande partie monopolisé ces technologies. Et le résultat de tout ça, c'est que bien loin de retrouver dans l'univers numérique la publicité que les médias avaient perdue dans l'univers physique, dans l'univers numérique, Google et Facebook se sont arrogés une part très importante des investissements publicitaires des annonceurs. Donc, quand les annonceurs investissent même dans un média en ligne, eh bien, il est obligé de passer par toute cette chaîne des ad tech qui sont la propriété de Google et de Facebook. Et au passage, Google et Facebook s'arrogent une part croissante des revenus publicitaires qui autrefois revenaient de manière beaucoup plus directe aux médias. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est la perte des recettes des lecteurs, la perte des recettes publicitaires, et en se transférant dans le monde numérique, une espèce de fonte à nouveau des revenus publicitaires des médias. Alors l'IA, elle arrive dans un monde qui est déjà celui-là, et dont elle n'est pas responsable. Ce qu'on peut dire, et je pense que Julia en parlera certainement mieux que moi, c'est que ces déperditions de recettes ont évidemment favoriser, disons, une concentration des médias et le fait que ces médias soient finalement rachetés par des acteurs qui ont les moyens de les financer, puisque les médias font quand même pas mal de pertes, et que malheureusement, avec l'arrivée de l'IA, on n'est pas dans un univers beaucoup plus concurrentiel, puisque les moteurs d'IA sont adossés à des grandes plateformes numériques, et on ne peut pas dire que jusqu'à aujourd'hui, l'IA était dans un monde beaucoup plus concurrentiel. Alors, quels sont les risques? On y reviendra évidemment dans cette table ronde. Il y a à la fois des risques et des bénéfices pour les médias à l'arrivée de l'IA. N'oublions pas quand même qu'il y a des bénéfices. Les bénéfices, c'est évidemment de pouvoir utiliser l'IA pour abaisser les coûts de production de certains morceaux d'informations. Si par exemple on pense à des informations très factuelles, la météo, que sais-je, enfin la reprise de Dépêche AFP. Voilà. Bon, donc tout ça, c'est évidemment probablement très... Et même d'ailleurs pour l'aide aux journalistes, il y a évidemment des gains à retirer de l'arrivée de l'IA dans les médias. Mais le gros risque supplémentaire que l'IA amène, c'est que vous et moi, on sera capable, on peut déjà le faire d'ailleurs, de demander à un moteur d'IA, d'un site d'IA, de nous concocter notre propre journal personnel avec les informations qui nous intéressent, sur les sujets qui nous intéressent. On peut demander à ChatGPT de nous délivrer tous les soirs notre petit journal personnel avec des nouvelles de l'Europe, du temps qu'il fait localement, etc. Et vous voyez que si c'est ce modèle-là de personnalisation extrême de l'information vers lequel on va, parce qu'on ne sait pas encore vraiment, eh bien, ça veut dire que les médias n'ont plus de contact direct avec leur audience, leur lectorat, leurs spectateurs, qui sont juste des fournisseurs de contenu pour des sites d'intelligence artificielle. Et alors là, ils perdent totalement la main sur les recettes publicitaires, sur les recettes aussi qui peuvent être tirées du lectorat. Et là, on peut dire qu'ils sont intégrés dans une relation verticale qui les met en présence de très gros acteurs, qui sont les quelques
quelques plateformes numériques qui font de l'intelligence artificielle aujourd'hui, et on peut redouter que cet effet-là l'emporte sur les effets bénéfiques de l'intégration de l'IA dans les processus de production. Et alors, quand on utilise ChatGPT, effectivement, je fais une requête, il me donne une réponse. Alors, il y a des sources qui apparaissent, mais il faut quand même un peu les chercher. Il y a une petite flèche. Il y a d'autres moteurs d'IA qui donnent plus clairement leurs sources. Mais le risque est quand même que je pose une requête, j'ai une réponse sans même savoir exactement d'où elle vient. Et dans ce cas-là, où vont les annonceurs? Parce qu'ils n'ont même plus d'intérêt, vu qu'ils ne sont ni sur ChatGPT ni... Alors, pour le moment, ils ne sont pas sur ChatGPT. Pour l'instant, hein. Pour le moment, avant, ils n'étaient pas sur Google non plus. Hein, ouais. Dans donc le début des temps, demain, il y aura des pubs sur dans ChatGPT. le début des temps, quand on faisait une requête sur Google, il n'y avait pas de publicité non plus. Hein, donc, le nerf de la guerre, qui est quand même les recettes publicitaires, c'est venu dans un second temps. Et grâce d'ailleurs en grande partie à un économiste qui était spécialiste des enchères et qui a été recruté comme chef économiste chez Google, Alvarian, et qui a très très bien géré son affaire, hein, parce qu'on peut dire qu'il est quand même l'artisan des masses d'argent que Google a collecté de ce point de vue-là. Alors, où va l'argent de la publicité? Ailleurs. Hein. Les sites de vente en ligne font de la publicité. Sur Amazon, il y a de la publicité, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que les médias, dans cette optique-là, n'obtiennent plus du tout de recettes publicitaires. Ils sont même inapparents aux yeux des lecteurs, en fait. Hein. Les médias sont complètement inapparents. Alors, je pense qu'on reviendra par la suite, certainement, sur quel modèle économique pour rémunérer les contenus dans un monde gouverné par l'IA. C'est un sujet encore différent et très compliqué, parce que quand on peut réfléchir à des solutions, mais je pense qu'on y viendra un peu. On y viendra peut-être en seconde partie. Julia Cagé, donc, vous avez écrit que l'information est un bien public, et en même temps, on voit bien... Alors, côté médias traditionnels, ils appartiennent à CMA CGM, à LVMH, à Bolloré. Côté plateforme, on voit que ça appartient à quelques milliardaires. Et puis, les IA, on vient de le dire, elles sont peu nombreuses et elles aussi adossées à quelques puissants. Du coup, quelles conséquences pour la démocratie? Voilà, quel est votre constat là-dessus? Du coup, ça va pas. Et non, mais c'est vraiment important qu'on en parle et qu'on ait cette discussion et qu'on voit bien quand même les conséquences de ce qui est en train de se passer, de se dessiner. Anne Perrault avait raison de rappeler quand même qu'une des conséquences de ces IA et avant de l'introduction des moteurs de recherche et du développement des réseaux sociaux, ça a été quand même d'affaiblir considérablement les médias traditionnels, à la fois la presse papier, la presse en ligne, la télévision, la radio, qui avaient des limites comme source d'information, mais qui quand même fonctionnaient relativement bien avec un actionnariat beaucoup plus pluriel que ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a eu différents temps dans la crise des médias. Il y a eu le virage des années 2000 avec une erreur, là ça a été une erreur historique et de calcul ou de prévision de la part des médias qui a été de faire le pari, on va créer un site internet. Je crois que le premier en France c'était Libération en 1993. Ça va générer du trafic en ligne et en fait on va mettre du contenu en ligne gratuitement parce qu'on arrivera à monétiser par la publicité ce qu'on va perdre finalement par les abonnements. Ça a été une double erreur. Parce que les revenus monétaires du point de vue de la publicité n'ont pas été là pour quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé. Ils n'avaient pas anticipé en fait le développement des plateformes et le fait que cette publicité-là, elle allait être capturée. Elle existe bien, la publicité numérique. C'est simplement qu'elle n'a pas profité aux médias traditionnels. Elle a été entièrement capturée par un tout petit nombre d'acteurs. Et puis la seconde chose qu'ils auraient quand même pu anticiper un peu plus, c'est qu'à un moment donné, si vous faites grandir des générations entière en leur offrant l'information d'un point de vue complètement gratuit, les gens perdent l'habitude de la payer. Et qu'à partir du moment où vous dites aux gens, non, finalement, on a réfléchi, il faudrait peut-être qu'on mette un mur payant parce qu'en fait, ça coûte de l'argent de produire de l'information, c'est pas gratuit, il y a des journalistes qui font un travail, ça coûte cher de faire de l'enquête, il faut les rémunérer, les gens étaient plus prêts à payer. Il y a toute une partie quand même, si vous regardez aujourd'hui, ça se joue beaucoup par tranche d'âge en fait, de la population qui avait payé historiquement, donc qui a repris cette habitude-là. Mais si vous regardez aujourd'hui dans un pays comme la France, mais en fait le Reuters Institute publie des études chaque année et c'est assez équivalent dans la plupart des pays du monde. Vous avez entre 15-20% de la population au grand maximum qui est prêt à payer pour de l'information. On est à des pourcentages qui sont plutôt autour de 5-10% chez les 15-25 ans. Et en plus, quand vous leur demandez combien vous êtes prêt à payer en moyenne par mois,
on est autour de 8-9 euros, 10 euros, ce qui revient même pas aujourd'hui au prix d'un abonnement pour un quotidien national comme Le Monde, ou même aujourd'hui, je crois que Mediapart est passé à 11 euros, quoi. Donc même pour payer un abonnement, c'est un peu compliqué. Donc ça a été un premier choc. Ça a été une erreur, pour le coup, d'anticipation de la part des journaux, dont ils paient encore le prix. Le Donc de deuxième déshabituer choc, les gens à payer. ça a été le choc de la crise économique de 2007-2008 qui va entraîner le premier gros mouvement de concentration dans le secteur des médias. Et là, c'est un effondrement des recettes publicitaires qui va heurter aussi bien les journaux papier en ligne que la télévision, que la radio. La télévision et la radio, pour l'essentiel, quelques exceptions près, les chaînes à péage, mais bon, pour l'essentiel, c'est quand même des recettes publicitaires. Vous avez une crise économique, paf, choc sur le modèle publicitaire. Donc, non seulement vous n'avez plus d'abonnés, moins d'audience, plus de pubs. Et c'est ça qui fait le grand tournant de la concentration. Ça se voit en France. 2010, ça va être l'entrée de ce qu'on a appelé à l'époque le trio BNP, Berger, Niel Pigas, au capital du Monde, un peu plus tard de l'Obs, changement de main au niveau de Libération. Vous avez un certain nombre de titres qui vont disparaître, changer de structure. C'était le cas d'un journal comme la Tribune. Vous avez une concentration aussi qui va s'accélérer beaucoup un peu plus tard du point de vue de la télévision. Aux États-Unis, c'est le moment où Bezos, 2012, si je ne me trompe pas, fait l'acquisition pour une poignée de pain du Washington Post. Et en fait, il y a un double phénomène. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez des médias qui n'ont plus d'argent, qui sont à court de cash, pour le dire rapidement. Donc c'est soit un milliardaire, soit vous mettez la clé sous la porte dans les options qu'on leur a proposées. Et puis d'un autre côté, ça coûte pas cher d'acheter ces médias-là, et c'est quand même plutôt un bon investissement. Donc ça, c'est le premier mouvement de concentration après la crise de 2008-2009, qui est accéléré par le poids croissant des plateformes. Donc 2007-2008, développement de Twitter, plus en plus importance de Facebook, qui vont se mettre à concentrer les recettes publicitaires. Vous avez des médias, un nouvel équilibre de l'industrie qui émerge vers 2016, 2017, 2018. Donc on a eu des pertes, de la concentration, mais voilà, vous avez des médias murs payants, le New York Times, qui ont complètement inversé leur business model dans les années 60, 70 jusqu'au début des années 90. 90% de revenus publicitaires, 10% de revenus d'abonnement. 2017-2018, ils ont réussi leur virage, ils ont inversé 50-50. Toute la croissance de leurs recettes vient des abonnements et ils continuent sur cette tendance. Paf, vous avez le Covid. Alors le Covid, double choc. À la fin, c'est la fin du papier parce que c'est la fermeture des kiosques. Et en fait, les kiosques, quand ils ferment, ils ne réouvrent pas. Et c'est encore une fois, parce que c'est un choc de consommation, un choc sur les revenus publicitaires. Donc l'équilibre fragile qu'on a, il s'accélère avec la crise de la Covid. Vous avez des médias qui sortent un peu la tête de l'eau. Paf, vous avez la guerre en Ukraine. Je suis désolée de résumer tous ces événements géopolitiques relativement importants qui ont d'autres conséquences à l'univers des médias. Mais c'est quand même ça qui se passe. Explosion du prix du papier. Et là, vous avez finalement une redéfinition totale de l'actionnariat des médias. Et dans un pays comme la France, où on disait il y a 10 milliardaires qui possèdent 90% de la circulation, en fait, on est tombé à 7-8 avec des nouveaux acteurs. C'est ça qui est assez intéressant. Vous avez des nouveaux entrants. Vous soulignez CMA, CGM. Ils n'étaient pas dans le business, dans le paysage français des médias, il y a encore 5 ans, ils sont rentrés de manière importante. Daniel Kretinsky. Mais vous avez cette concentration-là qui se fait. Et en plus de ça, ces médias restent extrêmement fragiles, dépendants des plateformes, de plus en plus de l'IA, arrivent très peu à être rémunérés, et vous avez ce business model de milliardaires qui se maintient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les médias ne sont pas rentables en soi. Ils ne sont pas rentables en soi parce qu'ils ont encore du mal à monétiser avec les abonnés, parce que la pub n'est pas là, et parce que la pub est de moins en moins là, et que même les médias les plus forts, vous le soulignez tout à l'heure avec l'intelligence artificielle de Google, en fait, font pas le poids à ces nouveaux modes de consommation. Et du coup, on est face à un double défi. Un, qui est le défi de l'actionnariat et des conditions qu'on met aujourd'hui pour garantir l'indépendance des médias avec la structure de l'actionnariat actuel. Donc en fait, il y a deux étapes si on voulait vraiment réfléchir aux solutions. On en parlera tout à l'heure. C'est comment on fait avec l'actionnariat actuel pour introduire des garanties d'indépendance pour les journalistes, par exemple des choses assez simples, mais qui sont encore fortement refusées aujourd'hui par la majorité des actionnaires, comme un droit de veto des rédactions sur le choix du directeur ou de la directrice de leur rédaction. Donc ça, c'est quand même vraiment le premier défi. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, au Monde, une sorte de fonds de dotation ou de fondation qui protège ça? Qu'est-ce que vous en pensez de ce type d'initiative qui est censé protéger d'un rachat par n'importe qui du média? Alors, j'explique juste 2 minutes ce que c'est. Donc il y a eu, dans cette crise générale des médias, il y avait cette idée de dire que, bon, au moins, si l'information est un bien public, une des choses qu'il faudrait faire, c'est de la sortir de la logique du marché. Quoi qu'on ait... Bon, je fais un tout petit détour, vous me pardonnez. On est quand même aux journées de l'économie, donc on va faire de l'économie... on a quand même 1h30 devant nous, donc ça de base.
Et en fait, un des principes de l'économie, si vous regardez les journaux, si vous regardez les médias, si vous regardez l'information, en fait, c'est un modèle économique avec des rendements croissants. Voilà. Et en général, quand vous avez un modèle économique avec des rendements croissants, ça veut dire qu'en gros, plus vous produisez, plus vous allez augmenter finalement vos gains, et ça n'a pas beaucoup plus de coûts. Parce que finalement, le journal, vous avez une rédaction, une fois que vous l'avez produit, alors surtout à l'heure du numérique, quoi. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus d'encre, il n'y a plus de distribution. Un lecteur en plus, ça coûte rien. Voilà. Donc ça rapporte, mais ça coûte rien du tout. Et en fait, c'est des modèles où à la base, la solution, il y en a deux. C'est soit vous avez un actionnariat qui est un actionnariat public, ce qu'on ne veut pas entièrement pour les médias, parce qu'il y a la question du pluralisme, soit vous avez une situation de monopole. Ce que vous ne voulez pas non plus pour les médias, parce que vous voulez du pluralisme. Donc déjà, on a quand même un truc qu'on appelle l'information, qui est produit avec des rendements croissants, dont Jean Tirole nous dirait que normalement, il faudrait soit un monopole, soit un actionnariat public. Et en fait, ça ne colle pas parce que l'information est un bien public, et ce n'est pas ça qu'on veut produire. Donc c'est quand même la première difficulté à laquelle on fait face. Donc du coup, ce bien public, il est quand même produit dans une logique de marché, où vous voulez assurer du pluralisme. Donc vous voulez qu'il y ait suffisamment de concurrence pour assurer ce pluralisme-là. Et déjà, ça c'est la première difficulté, c'est-à-dire comment on fait pour avoir assez de lecteurs, pour payer des rédactions assez grandes et assez de recettes publicitaires, avec de la concurrence dans un business à rendement d'échelle croissant. Et donc la première solution finalement, c'est de se dire, mais en fait c'est un bien public, et donc il faut quand même penser à une manière de le sortir du marché, de la pure logique de marché, de la logique de rentabilité. La grande crise des médias en fait aux États-Unis pour la presse papier, elle commence dans les années 60-70, quand vous avez toutes les familles historiques qui doivent à un moment passer la main. Les médias, ils font quoi? Ils sont rachetés par des fonds d'investissement, ils sont cotés en bourse, et en fait ils vont être traités comme des actifs comme les autres, ils vont être vidés de leurs actifs, pas mal. Vous prenez tous les grands médias aux États-Unis, vous allez à Chicago, vous avez encore les immeubles du Chicago Tribune à LA, Los Angeles Times, c'est juste qu'il n'y a plus les rédactions, vous avez des fonds d'investissement qui ont racheté les médias, qui ont vendu les actifs, ils ont vendu les meubles, ils ont mis les journalistes ailleurs, ils ont diminué la taille des rédactions, en fait ça a abîmé le journalisme. Donc ça, c'est clairement pas le bon business model. Donc comment on le sort de cette logique du marché et on protège aussi potentiellement l'actionnariat? C'est avec un modèle qui est un modèle de fondation. Voilà. Au moins qu'il y ait un modèle d'actionnariat des médias à but non lucratif. L'exemple, le cas d'école, le truc qui marche, qui a marché historiquement, c'est le Guardian. Le Guardian, c'est une fondation. Ça fait des décennies que ce journal est possédé par une fondation. C'est ça qui a assuré sa stabilité. Ça ne s'est pas fait à titre gratuit, c'est-à-dire qu'en fait, la fondation qui possédait le Guardian possédait aussi un certain nombre d'autres titres qui n'étaient pas abrités sous la fondation et qui ont quand même été sacrifiés, il faut quand même le dire, sur l'autel du Guardian. Donc il y a quand même un certain nombre de jobs, d'autres titres. Et qu'est-ce que c'est cette fondation? C'est qui les gens derrière? Alors, à la base, le Guardian, c'était une famille qui a transféré ses actifs dans une fondation. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le Guardian, et c'est là qu'on va arriver au fonds de dotation, c'est qu'ils ont mis une structure de gouvernance où, en fait, la gouvernance, c'est à la fois beaucoup des personnalités qualifiées, très peu de représentants des membres de la famille et des membres des salariés. Donc, en fait, ils ont mis en place une gouvernance telle que ça garantit finalement les conditions d'indépendance du média. En France, ça a toujours été très dur pour un média de prendre le statut de fondation, parce que le statut de fondation, pendant des décennies en France, pour le dire simplement, il a toujours été relativement mal foutu. C'était un peu compliqué, et notamment pour pouvoir créer une fondation, il fallait un décret en Conseil d'État, des représentants du gouvernement à votre conseil d'administration, ce qui n'est pas forcément ce que vous voulez quand vous voulez faire un média. Donc il y avait très peu de médias qui ont pris la forme de fondation. Il y avait deux exemples historiques, ça a été la fondation Centre-France pour la montagne, et Ouest France, alors qui n'a pas fait une fondation, mais qui a créé en 1990 tout un montage avec une association loi de 1901 tout en haut pour faire face à l'époque à la menace R100, parce que R100, qu'on appelait Papivore, était en train absolument tout racheter. Ouest France ne voulait pas se faire manger par R100, donc ils se sont protégés avec une association. On a créé il y a une quinzaine d'années en France un statut de fonds de dotation qui, pour le dire en un mot, a à la fois la simplicité de l'association. En termes de mise en place, vous voulez créer une association en France, il suffit de 2 personnes qui font une déclaration au journal officiel, et les avantages fiscaux d'une fondation. Donc on a créé ce statut-là, et on s'est dit ça peut marcher pour les médias. Et pour être tout à fait honnête, à la fois dans l'information est un bien public, on en parle, mais en 2014, quand j'écrivais Sauver les médias, c'était avant que Mediapart le fasse, et je disais, tiens, la solution, ça serait peut-être d'utiliser ce nouveau statut qu'on utilise un peu pour les universités, de faire un fonds de dotation. Mediapart l'a fait de manière très bien, et ça montre comment ça peut être fait de manière très bien. Il y a d'autres médias qui l'ont fait de manière moins bien, parce qu'ils ont eu l'aspect positif
à but non lucratif, protection de l'actionnariat. Si vous regardez aujourd'hui la gouvernance du fonds de dotation de Libération, en termes de représentation des salariés, des journalistes et de garantie d'indépendance, on la cherche toujours. Donc voilà, c'est à la fois une bonne et une mauvaise solution. C'est une bonne solution parce que ça a le mérite de sortir de la logique du marché. Maintenant, si vous avez un actionnaire, pour le dire rapidement de manière caricaturale, si demain Vincent Bolloré décide de mettre tous ces médias dans un fondation Vincent Bolloré avec une structure de gouvernance qui ressemble, et il peut faire ce qu'il veut, qui ressemble actuellement à la manière dont il gouverne ses médias. Et donc, en plus, non seulement il aura tout pouvoir, mais il pourra transmettre ça à ses enfants et plus personne pourra les racheter. Et je peux vous dire qu'il y a des médias qui sont détenus par Bolloré qui aimeraient bien être vendus. Ça sera pire en fonds de dotation que dans la situation actuelle. Donc, c'est juste un peu plus compliqué que la panacée. Dernière question avant de passer la parole à Yann. C'est peut-être un cas un peu anecdotique, mais Alternative Économique, c'est une SCOP, donc c'est une coopérative qui appartient à ses lecteurs. Est-ce que ça, c'est un modèle qui est réplicable, peut-être pas à grande échelle, mais voilà, est-ce que ça, c'est une piste de solution? Est-ce qu'il y a d'autres types de gouvernance ou d'actionnariat qui sont imaginables aujourd'hui? Alter Eco, c'est un modèle qui est vraiment intéressant. Donc, il y a plusieurs avantages au fait d'avoir une SCOP. Alors maintenant, ce serait plutôt des SIC pour les médias. À un moment donné, Nice Matin s'est créé en forme de SIC. Les avantages, c'est les suivants. C'est que, quand même, la SCOP, ça sort aussi un peu d'une logique de marché. Il y a l'idée, d'abord d'avoir une gouvernance qui est une gouvernance beaucoup plus démocratique. Peu importe finalement les parts du capital que vous allez avoir, chacun va avoir une voix. Chacun va avoir voix au chapitre. Ce qui, pour la question des médias, est quand même vraiment l'essentiel et la base. C'est-à-dire les meilleurs garants de l'indépendance des médias avant les lecteurs eux-mêmes et les citoyens eux-mêmes, c'est quand même les journalistes. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage de la SCOP, c'est que vous avez des obligations de réinvestissement d'une partie des profits chaque année, ce qui a permis à Alter Eco, qui a été dans des situations économiques plus compliquées au cours des dernières années, d'avoir un matelas de protection. C'est-à-dire qu'ils vivaient sur leur matelas de protection parce qu'ils avaient su finalement mettre de l'argent de côté au cours des dernières années, là où dans d'autres business models d'actionnariat des médias, vous auriez eu de la redistribution de dividendes, ils auraient été à sec, ils auraient mis la clé sous la porte depuis très longtemps. Vous avez des modèles un peu différents. Alors maintenant, c'est plus la panacée, le canard, mais si on oublie leur déboire en justice récent, au canard, il y avait aussi cette idée, ils ont toujours beaucoup réinvesti, et d'avoir des droits de vote et des actions qui étaient possédées par les salariés. Vous êtes obligé de vendre. En fait, il n'y a que les salariés qui ont le droit d'avoir des actions ou les salariés retraités, si vous faites votre carrière au canard jusqu'au départ à la retraite. Donc aussi, ça protège d'une certaine manière l'indépendance. Là où c'est pas la panacée, le modèle de SCOP ou de coopérative, c'est que si vous êtes vraiment en situation financière compliquée, donc si, pour le dire rapidement, demain Alter Eco se retrouvait sans réserve et réussissait pas une campagne de crowdfunding, c'est relativement dur d'ouvrir le capital. Ça rend ça beaucoup plus compliqué et ça refroidit aussi quand même pas mal les investisseurs. Donc c'est un modèle qui a ses limites quand il rencontre vraiment une situation de crise économique. Et c'est ça qui fait, par exemple, parce que Nice Matin, quand ils se transforment en SIC, ils sont extrêmement faibles financièrement à ce moment-là. Et c'est ça qui fait, par exemple, que la SIC de Nice Matin n'a pas été un modèle économique très, très stable. Mais ce qui est vraiment... En fait, il faut penser par bout, quoi. C'est-à-dire qu'il faut penser à un modèle qui a à la fois les avantages du fonds de notation, donc à but non lucratif, où vous avez protégé l'actionnariat, et la gouvernance d'une SCOP, où c'est une personne, une voix, donc une gouvernance démocratique et qui ne va pas dépendre de qui a mis le plus d'investissement à l'intérieur du média. Alors on a beaucoup parlé des médias parce qu'évidemment ils ont un rôle majeur dans nos démocraties. On va se déplacer sur le terrain politique et Dieu sait que c'est inflammable en ce moment. Yann Algan, vous avez publié une note sur ce que vous appelez la fièvre parlementaire et vous décrivez comment les assemblées, l'Assemblée nationale ou d'autres, deviennent des spectacles d'émotions où on cherche la punchline plutôt que le dialogue. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, très bien. Donc le point, c'est que les réseaux sociaux et plus généralement l'IA peuvent affecter nos démocraties, nos institutions démocratiques de plusieurs façons. La première façon, c'est sur la polarisation des débats, mais pas uniquement sur les arguments qui sont donnés, mais aussi avec quelle émotion, avec quelle rhétorique vous transmettez de l'information, et vous verrez que ça a une importance absolument colossale. Il y a un deuxième volet, c'est aussi à qui appartient l'ensemble de ces réseaux sociaux et l'IA. Et là, vous avez plus un risque systémique sur la capture de l'information, du débat et sur la façon dont vous pouvez vraiment le manipuler émotionnellement. Et puis après, j'aimerais juste dire que
derrière ces problématiques, vous avez aussi une transformation de la société. Ce n'est pas juste les réseaux sociaux qui sont responsables. Les réseaux sociaux sont peut-être un révélateur aussi d'une colère légitime aussi des citoyens, mais l'exploitent à des desseins. Donc, sur le premier point, il y a eu énormément de travaux qui essayent de voir comment est-ce que les réseaux sociaux ou l'IA influencent vraiment la partie plus, on va dire, épistémique, la façon dont les gens perçoivent les informations. Est-ce qu'ils sont dans des bulles de filtre? Est-ce qu'ils sont soumis à des fausses informations? Donc ça, il y a eu énormément de travaux. On sait que les réseaux sociaux existaient avant l'IA. On avait déjà la transmission de fausses nouvelles. Les personnes ont tendance à recliquer beaucoup plus souvent lorsque les nouvelles sont fausses que lorsque les nouvelles sont vraies. Pourquoi? Parce que les fausses nouvelles sont beaucoup moins complexes, ont des narratifs beaucoup plus évidents. L'IA, bien sûr, accélère ça. Pour une simple et bonne raison, c'est que vous pouvez, en termes de fausses nouvelles, avoir du sensationnel ou en tout cas des fausses vidéos. Une fausse vidéo de, par exemple, Biden qui appelle un État à ne pas aller voter pendant les précédentes élections. Donc on voit bien une amplification sur les mauvaises nouvelles. Mais il y a encore pire que ça, c'est la façon dont vous parlez. Donc la rhétorique, ça a toujours fait parler, ça a toujours fait partie de la politique, mais c'est un argument extrêmement important. Pourquoi? Parce que la rhétorique, ça joue aussi potentiellement sur vos émotions et sur l'engagement des personnes. Et on s'est aperçu en analysant les discours de l'Assemblée nationale en France, mais on l'a fait aussi ensuite pour le Parlement européen, et là on le fait pour l'ensemble du Congrès, qu'en fait de petit à petit, les hommes politiques jouaient de plus en plus avec les émotions. Pour une simple et bonne raison, c'est que la majeure partie de leurs interventions sont sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux ne rentrent pas uniquement dans votre esprit, mais rentrent vraiment dans votre chair, dans votre émotion. Ils sont parfaitement calibrés pour savoir comment manipuler vos émotions. Et alors, je vous donne sur l'exemple de la fièvre parlementaire, on a étudié à peu près 2 millions d'interventions depuis les années 2010, où on reprend tous les discours, d'accord, quel que soit le moment, et puis on essaye de regarder un peu la rhétorique émotionnelle. Est-ce que nos députés font appel beaucoup plus à des faits, à de la science, ou en tout cas à des informations partagées, ou est-ce qu'ils utilisent essentiellement la rhétorique émotionnelle? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est juste au fur et à mesure de l'expansion des réseaux sociaux, eh ben, la rhétorique émotionnelle augmente, en particulier avec une hausse à peu près 20% des discours utilisés, soit de la colère, soit de la peur, au début des années 2010. Maintenant, on est autour de 40-50%. D'accord? Et surtout du côté de la droite radicale ou de la gauche radicale. Mais au centre, on a eu plein d'exemples aussi d'anciens premiers ministres, d'ailleurs, qui utilisent aussi vraiment la rhétorique de la peur et autres. Donc vous avez une explosion, vraiment, de la rhétorique émotionnelle. Alors, vous trouvez exactement la même chose aux États-Unis sur les interventions au Congrès. Alors vous dites, mais pourquoi? Et en fait, vous vous apercevez que les personnes qui le font sont surtout des personnes qui s'adressent de plus en plus, lorsqu'ils prennent la parole, pas du tout à leurs collègues ou pas du tout aux journalistes, mais surtout à leurs followers sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire essayent d'intervenir dans des vidéos très courtes pour se filmer et pour pouvoir un effet wow, un effet sensationnel. Et on le voit très bien parce qu'on les suit, on sait quand est-ce qu'ils s'abonnent à TikTok, quand est-ce qu'ils s'abonnent à Twitter, et à partir du moment où ils s'abonnent, hop, tout d'un coup leur discours change. Donc c'est très calibré. Et ça pose un véritable problème pour notre démocratie. C'est pour ça qu'on a parlé un peu de ce monde où l'on catch, parce que le but, là, n'est plus du tout essayer de dialoguer ou de construire des compromis ou des consensus. C'est vraiment... l'Assemblée est juste là pour produire de l'émotion. Et en plus, ça a pour conséquence de polariser encore plus, parce que vous voyez, si vous voulez faire des petites vidéos, c'est sûr que votre discours va de plus en plus, le temps de votre discours va de plus en plus se réduire. Et on montre comment la durée des discours, qui avant était de l'ordre de 4-5 minutes dans les interventions, tout d'un coup tombe à 1 minute format vidéo. Et vous voyez des députés qui se refument plusieurs fois. Plus simplistes dans leurs propos. Beaucoup plus simplistes. Beaucoup plus polarisé pour créer certains types d'émotions, et en particulier de la colère. Et puis ça devient du spectacle, parce que vous voyez, vous avez certains députés qui reprennent exactement leur même argument, alors que l'amendement, on est passé à un autre amendement. Mais, et puis vous avez tout le monde un peu étonné, ils disent oui, mais j'ai loupé la première prise, il faut que je recommence. Donc vous voyez, on est vraiment dans le côté spectacle. On a analysé, si vous voulez, absolument tous les commentaires off, etc. Donc on est capable de retrouver ça.
Et est-ce qu'il y a, comme il y a eu à une époque, enfin il y a toujours d'ailleurs des média trainers, des gens qui forment les dirigeants à parler aux journalistes, je sais pas, des social network trainers Alors, oui, maintenant pratiquement tout le monde vraiment est accompagné de ce type de coach. Mais c'est un vrai problème parce que vous voyez que les émotions sont importantes. Ça existait avant les réseaux sociaux, bien sûr. Mais il y a un point, c'est que ces réseaux sociaux les excitent beaucoup plus et ils excitent un type d'émotion particulièrement, c'est la colère. Ça s'y prête beaucoup plus facilement. Et vous avez un changement dans votre attitude et dans votre capacité de dialoguer avec les autres en fonction de vos émotions. On a fait, donc avec une autre économiste à Harvard qui s'appelle Stéphanie Stancheva, on est en train de montrer en fait comment est-ce que les émotions changent la façon dont vous percevez les politiques économiques et quel est votre degré d'engagement. En fait, c'est très simple. Lorsque vous suscitez de la colère, tout d'un coup, les personnes en colère se mettent à se couper de toute information. Vous les primez, par exemple, dans une situation de colère. La colère par rapport à la peur, c'est très simple. La peur, c'est tout d'un coup, vous avez, par exemple, des feux de forêt en Californie, d'accord ? Il y a une menace climatique, mais c'est une menace un peu inconnue, où tout d'un coup, il y a la crise du Covid. La colère, c'est vous rajouter en plus à cette menace un responsable, un coupable. C'est le méchant gouvernement, ou c'est la méchante entreprise, ou ce sont des immigrés, ou etc. D'accord ? Vous mettez la culpabilité. Lorsque les personnes ont peur, et on l'a très bien vu, on a bien étudié ça aussi au moment de la Covid, en fait, elles ont besoin de calmer leur peur, et donc elles se mettent à chercher de l'information. Donc elles restent ouvertes, elles restent à trouver aussi un peu un compromis. Lorsque les personnes sont en colère, en revanche, elles cherchent le coupable, et elles se coupent à toute information. On fait même des analyses, si vous voulez, d'IRM, de processus cognitifs, où on voit très bien que tout d'un coup, vous switchez. Et donc maintenant, vous avez des partis qui favorise uniquement la colère ou la peur en fonction du public auquel il s'adresse. Je vous donne juste un exemple. Le RN était très sur la colère au départ, et puis ils se sont dit, à partir de 2022, sur les réseaux sociaux, que il y allait avoir un plafond de verre, parce qu'il y a une catégorie de la population qui ne supporte pas la colère, c'est surtout les retraités. Les retraités, ils ont surtout peur, en fait. Ils veulent, la colère, pour eux, c'est il va y avoir la révolution, on va supprimer le système de retraite, ils veulent quand même toucher leur pension. Donc tout d'un coup, le RN s'est mis à avoir la stratégie de la cravate, pas uniquement sur la respectabilité, mais en fait, c'est exactement comme dans la série Twitter. Ils suivent exactement, par typologie électorale, quel est le sentiment le plus important, et ils ont été chercher la peur. Donc ça a des conséquences très importantes, parce qu'effectivement, en fonction du type d'émotion, vous arrivez plus ou moins à dialoguer. Et il y a une chose qui a disparu quand même dans ces réseaux sociaux, c'est l'espoir. Parce que, vous voyez, à la limite, les discours qui sont plus des discours qui sont capables de construire aussi un peu un discours démocratique, essayer de trouver des solutions aussi aux problèmes. Bien sûr, on peut critiquer et la colère peut être légitime, mais comment est-ce qu'on arrive à dépasser ça et à proposer des solutions ? Pour ça, il faut de l'espoir. Il y a eu l'époque de I Make a Dream de Martin Luther King, ou il n'y a pas si longtemps que ça, ou de Yes We Can avec Obama. Mais vous voyez, ça a complètement disparu des réseaux sociaux. Maintenant, l'espoir, etc., c'est 2% des prises de parole des hommes politiques, des députés ou autres sur les réseaux sociaux. Et alors là, on est sur les réseaux sociaux. Si on regarde du côté de l'IA, alors c'est vrai que moi, quand j'utilise ChatGPT, je n'ai pas l'impression que l'émotion soit très présente. C'est des réponses à des questions. Qu'est-ce qu'il en est ? Donc, l'IA va moins travailler. Alors, vous pouvez lui demander de faire vraiment des discours avec, peut-être parce que vous n'avez pas prompté ça, moi je m'amuse à prompter vraiment avec toutes les émotions possibles pour après voir comment est-ce que les gens réagissent, mais ils peuvent vous faire vraiment des discours de colère très forte, de peur très forte, mais là où ils sont très forts, c'est que vous pouvez ensuite, après, avoir des vidéos particulières, des vidéos beaucoup plus sensationnalistes, c'est ce qu'ajoute surtout l'IA. Hein. Ah oui, donc pour produire en fait de l'information orientée peur ou colère. Exactement, et en plus avec une partie beaucoup plus sensationnaliste, beaucoup plus forte. Mais ce qui se passe en plus avec l'IA, moi, je dirais 2 points supplémentaires avant de passer la parole, c'est que vous voyez que on a, en plus, et là c'est un peu plus le risque systémique, c'est qu'on est sur des algorithmes qui sont uniquement possédés par quelques milliardaires, très orientés politiquement. Hein. Il y a eu un rapprochement absolument extraordinaire
entre les GAFAM suprême. et la droite conservatrice, même s'il y a encore des tensions un peu dans cette droite conservatrice. Mais lors du dernier, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce Dark Enlightenment, enfin c'est tout un mouvement avec Peter Thiel, le roi. Vous avez eu la dernière conférence justement des conservateurs en octobre, et où tous les patrons des GAFAM étaient là. Et comme vous avez une capacité à monopoliser et à petit à petit détourner ces algorithmes en touchant énormément les émotions pour des orientations politiques, ça devient extrêmement dangereux. Moi, j'aimerais juste terminer sur un point en disant, en même temps, n'exagérons pas non plus quel est ce rôle de l'IA ou des réseaux sociaux sur ces problématiques, sur ces risques démocratiques, sur les questions émotionnelles d'information. S'ils arrivent à surfer là-dessus, c'est que derrière, il y a aussi quelque chose de très profond dans le changement de notre société. On est dans des sociétés d'individus beaucoup plus isolés, où on est beaucoup moins encadré dans des institutions, beaucoup moins encadré au travail, dans des entreprises, dans des territoires, aussi, on est beaucoup plus isolé sur les réseaux sociaux, et on réagit de plus en plus avec nos émotions. Et ça, les réseaux sociaux arrivent à très bien le capter. Mais si vous voulez, il y a une congruence entre cet avènement un peu d'une société post-industrielle qu'on essayait de montrer dans un livre sur les origines du populisme avec Daniel Cohen, et des réseaux sociaux et de l'IA qui savent très très bien comment capter, mais des mouvements beaucoup plus structurés. Et surfer sur la solitude et ses conséquences. Exactement. Et dans cette solitude, vous perdez l'habitude des conversations désagréables. C'est important d'être parfois dans des cafés où vous êtes en désaccord avec des personnes et vous avez de la contradiction, et ça, on l'a plus. Anne, vous voulez rebondir peut-être ? Avec le micro de... Peut-être un petit mot là-dessus. C'est vrai que la grande promesse quand même du numérique, c'était de donner plus d'indépendance et de pouvoir sur sa vie aux individus. Je peux produire moi-même des contenus, je peux, par exemple, regardons l'effet que ça a eu sur les musiciens. Il y a énormément de musiciens qui n'avaient tout simplement pas accès à l'industrie du son et de l'édition de disques, et qui se sont mis à pouvoir proposer en ligne leur propre contenu. Et ça, c'était plein de promesses, en fait, à la base. Sur SoundCloud ou ce genre de plateforme. Voilà, exactement. Et en fait, ces promesses se sont diluées dans un autre mouvement de fond qui est porté par les réseaux sociaux et les plateformes, qui est effectivement le nombre, c'est-à-dire les effets de réseau, c'est-à-dire le fait que les plateformes reposent vraiment sur l'attraction d'un très grand nombre de gens. Et finalement, ces gens, sous le coup des émotions dont parlait Yann, se sont retrouvés à polariser leurs opinions pour pouvoir se retrouver entre gens qui pensent la même chose, dont on ne remet jamais en question les croyances ou les systèmes de pensée, etc. Il y a quand même... alors, on parlait d'espoir, l'espoir a disparu. Il y a une autre chose qui a quand même pas mal disparu aussi, c'est la vérité. Si on regarde, par exemple, cette statistique absolument effarante sur le nombre de gens qui pensent que la Terre est plate, donc en population générale, en France, c'est 10%, mais sur les gens qui regardent TikTok, c'est 29%. Donc ça, c'est quand même totalement effrayant. Il y a beaucoup de jeunes sur TikTok. Alors, en quoi ils sont aidés à croire que la Terre est plate ? Eh bien, parce que l'IA, entre autres choses, récemment, leur propose des vidéos démontrant que la Terre est plate. On va vous montrer l'évidence, vous voyez bien. Ce qu'on vous montre, c'est bien une galette. Donc, vous voyez bien que la Terre est plate. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même très, très dangereux. Alors, effectivement, il y a la polarisation des opinions, mais il y a le fait aussi que la base sur laquelle fonctionnaient nos sociétés, c'est-à-dire il y a quand même des choses qui sont le produit de connaissances accumulées depuis pas mal de siècles, et qui, la loi de la gravité, le fait que la Terre est ronde, le mouvement des planètes, tout ça, ça fait quand même partie d'un univers physique qui a constitué notre socle commun de croyances scientifiques. Et puis il y a des croyances historiques aussi il y a quand même des faits historiques qui sont avérés. On ne peut pas
revoir l'histoire à n'importe quelle aune, eh bien tout ça est en train de voler en éclats. Et alors là, je trouve que la responsabilité de l'IA, on viendra sans doute à comment est-ce qu'on peut identifier des contenus qui sont entièrement générés par l'IA. La réponse à cette question en ce qui concerne la vidéo, c'est qu'on n'a aucun moyen de faire ça. Donc aujourd'hui, donc on a quelques technologies de watermarking, c'est-à-dire de petits programmes que les contenus réels initiaux peuvent laisser pour identifier ensuite que ces contenus ont été utilisés pour fournir des contenus d'IA générative. Mais en ce qui concerne la vidéo, c'est extrêmement compliqué. On ne sait pas faire ça. Et donc, discerner le vrai du faux est quand même quelque chose de très difficile. Alors, pour en revenir à l'information, je ne sais pas si on en viendra à la discussion des solutions. Les solutions techniques, aujourd'hui, elles ne sont pas complètement à portée de main. Les solutions économiques existent sans doute un peu plus. C'est-à-dire que, normalement, les plateformes numériques étaient censées utiliser des contenus des médias en rémunérant ces contenus par un système qu'on appelle les droits voisins. Il y a une directive européenne qui rend obligatoire la rémunération des droits de voisins. Les plateformes se sont globalement assises quand même sur cette obligation. Dans l'IA, c'est plus possible ça. On ne peut pas demander à ChatGPT de rémunérer l'article du Monde ou l'article... ils ont passé un accord avec le Monde pour le coup. Pardon ? Avec le Monde, OpenAI a passé un accord. Alors voilà, donc la solution en fait, mais ça on va y venir, c'est probablement quelque chose de type licence globale. Alors le Monde a passé un accord avec ChatGPT, avec OpenAI pour ça, et c'est probablement un bon modèle. Je sais que d'autres organes de presse déplore que le Monde les fait tout seul. Oui, voilà, un peu en cavalier seul. Voilà, c'est ça. Donc, on peut peut-être effectivement penser à des solutions plus collectives, mais en attendant, on peut y comprendre aussi... Julia, vous vouliez rebondir sur ce qui a été dit ? Oui, apporter un peu de contradiction comme au café pour faire plaisir à Yann. Mais non, mais en fait, je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Anne Perrault. À une nuance près, je pense que vous surestimez beaucoup le rôle joué par l'intelligence artificielle en comparaison à la responsabilité des médias traditionnels. Pour commencer, quand même, les réseaux sociaux, y compris TikTok, même si là, vous avez raison, il va y avoir les intelligences artificielles génératives, la création de fausses vidéos, mais se nourrissent énormément de contenus produits par les médias traditionnels, en les remontant, en les reformatant. Mais une des choses qui a le plus marché dans les pays, par exemple, prenez l'Inde où où TikTok est interdit, c'est les YouTube Shorts. Donc en fait, comme il n'y avait pas TikTok, ils ont pris des vidéos YouTube qu'ils trouvaient encore trop longues, ils les ont fait en YouTube Short, qui est une sorte de fractionnalisation finalement de la vidéo. Et les YouTube Shorts, c'est beaucoup produit par des chaînes de télévision. Là où je veux en arriver, si vous prenez les États-Unis, pour moi aux États-Unis, c'est un peu caricatural, mais vous me permettez, parce que je pense que c'est vrai en perspective historique, le début de la fin du consensus démocratique et de la polarisation de la vie politique, c'est quand Ronald Reagan décide de mettre fin à la Fairness Doctrine. Et la Fairness Doctrine, c'est ça qui est obligé d'avoir du pluralisme interne à l'intérieur des médias audiovisuels aux États-Unis. C'est ce qu'on a encore dans un petit nombre de pays. En fait, il y en a 2 qui tiennent encore à peu près la barre là-dessus. C'est le Royaume-Uni avec la régulation qui est faite du côté de l'Ofcom. C'est la France avec la régulation qui est faite du côté de l'Arcom. Et l'Arcom est en train de rétro-pédaler là-dessus, notamment sur la question du pluralisme interne. Et je pense que c'est une faute historique dont on paiera les conséquences dans quelques années en termes de polarisation, et on le voit déjà avec le manque de réactivité qu'il y a pu avoir sur CNews. Et là on en vient à la question des faits. Alors ils en sont quand même pas à dire que la Terre est plate sur CNews, mais pas loin certains jours, où on est passé vraiment d'une chaîne qui est censée être une chaîne d'information factuelle à une chaîne qui est devenue une chaîne d'opinion, avec une polarisation très forte des opinions et la colère. Et là, je rebondis sur ce que tu as dit, Yann. Je veux dire, la colère, elle est recyclée et transmise à la recherche du clic par les réseaux sociaux, mais beaucoup aussi par les médias traditionnels, et notamment un certain nombre de chaînes de télévision et de radio qui, aujourd'hui, en ont fait leur business model, à la recherche d'une audience. Et en fait, cette audience, elle se fait sur quoi ? Sur le fait divers, sur la peur, en l'occurrence aussi, sur la colère, avec des contenus qu'ensuite on retrouve sur les réseaux sociaux, qu'on retrouve derrière sur les vidéos TikTok, et qui viennent alimenter ce grand ensemble de polarisation / désinformation. Donc l'intelligence artificielle dans tout ça, ça va l'accélérer, parce que ça va plus vite,
parce que ça va plus loin, parce que c'est beaucoup plus addictif encore, parce que ça se nourrit vraiment au clic. Parce que c'est extrêmement pervers, notamment pour les plus jeunes. Et quand vous faites des recherches sur ChatGPT, vous n'avez pas beaucoup de colère. Mais enfin, il y a quand même des procès aujourd'hui qui sont faits parce que vous avez ces réseaux sociaux ou ces robots conversationnels nourris par de l'intelligence artificielle générative qui vont quand même pousser des jeunes à aller se suicider, à se pendre avec une corde, etc. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des requêtes que vous y faites, la réponse que vous pouvez y trouver va être complètement différente de celle que vous allez faire comme journaliste, chercheur avec des liens sourcés. Ça peut avoir des effets extrêmement pervers. Mais pour moi, finalement, ça vient alimenter une tendance qui avait commencé sur les médias traditionnels quand vous avez eu finalement un retrait du régulateur. Et ce retrait du régulateur, c'est aussi une conséquence de la concentration des médias, parce que quand vous avez un certain nombre de milliardaires qui possèdent un nombre croissant de médias, finalement, le régulateur ne veut pas rentrer en guerre par rapport à eux. Voilà. Donc, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais je pense qu'il faut malheureusement remonter plus loin et que ça vient finalement de quelque chose qui est plus profond aujourd'hui. Sur la régulation et l'ARCOM, Anne, vous voulez rebondir? Et j'en profite, est-ce qu'on peut m'amener l'ardoise pour les questions du public? N'oubliez pas, vous pouvez envoyer par texto vos questions. Je rebondis sur ce que dit Julia sur la régulation et notamment sur les aspects de régulation de la concentration dans les médias. Aujourd'hui, la régulation de la concentration dans les médias en France, elle est entre les mains de deux institutions. L'autorité de la concurrence qui regarde le sujet sous l'angle concurrentiel, c'est-à-dire regarde si sur le marché il y a suffisamment de concurrence entre des médias différenciés, etc. Mais la différenciation, c'est pas exactement le pluralisme. Donc il y a une autre régulation qui est entre les mains de l'ARCOM et qui vérifie à l'occasion des concentrations si cette concentration va réduire le pluralisme ou non. La concentration telle qu'elle est envisagée par l'ARCOM, la régulation de la concentration, elle repose sur un système qui était adapté au temps ancien et qui dit dans le monde des médias, on n'a pas le droit de détenir plus de X journaux, plus de Y télé, etc. Et ça fait fi finalement de deux phénomènes qui sont arrivés avec le numérique. Premièrement, le fait que la plupart des médias sont maintenant multicanaux. Si vous allez sur le site du Monde, vous avez des vidéos, vous avez des podcasts, donc vous avez des choses qui s'apparentent à de la télévision ou qui s'apparentent à de la radio. Si vous allez sur le site de France Info, vous avez exactement le même genre de mix de contenu, et c'est très bien comme ça. Mais ça veut dire que finalement, définir ce qu'est aujourd'hui un média exclusivement écrit ou exclusivement audiovisuel n'a plus énormément de sens. Et ça, l'ARCOM ne peut pas le prendre en compte aujourd'hui avec la loi telle qu'elle est écrite. Le deuxième aspect, c'est que le pouvoir d'influence des médias, c'est-à-dire leur capacité à former l'opinion, informer les individus, former les esprits, etc., c'est aussi beaucoup quelque chose qui est démultiplié par l'audience de ces médias sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, par exemple, ou sur TikTok, etc. Et ça non plus, le contrôle des concentrations tel qu'il est aujourd'hui formulé ne permet pas à l'ARCOM d'envisager ça. Or, comme Julia l'a très bien dit, le problème de la concentration dans les médias, aujourd'hui, c'est un danger vraiment majeur en termes de pluralisme d'opinion, encore une fois, manière de présenter au public, des manières de voir la même réalité sous des angles différents. Ça aussi, ça participe de la démocratie et de la formation des esprits. Et bon. Alors, effectivement, vous avez parlé des États généraux de l'information tout à l'heure. Dans le cours des États généraux de l'information, on a proposé... Est-ce que déjà, vous pouvez expliquer ce que c'était? Alors, les États généraux de l'information, c'est une initiative qui a été lancée en 2023 et qui, précisément, visait à réfléchir à l'univers des médias dans tout ce contexte qu'on vient de définir, c'est-à-dire perte de revenus des médias traditionnels, arrivée du numérique, polarisation des opinions, développement des fake news, réseaux sociaux, etc. Et à essayer de réfléchir à la manière de définir finalement un environnement dans lequel les médias d'information exclusivement pourraient retrouver des couleurs. Alors on est parti de l'idée qui est celle de Julia et qui a été très bien défendue par son co-auteur d'ailleurs, qui était dans les États généraux de l'information. Il y avait qui d'autre? Il y avait des syndicats, des
des représentants Alors, de il médias? y avait beaucoup de monde. Hein. On avait un comité de pilotage, donc moi j'étais dans cette partie-là. On a monté des groupes de travail dédiés, les uns aux nouvelles technologies, les autres à la régulation, les troisièmes à la démocratie et aux fake news, etc. On avait 5 groupes de travail. Dans ces groupes de travail, qui étaient chacun pilotés par un président de groupe de travail, il y a forcément un peu de comitologie dans tout ça. Il y avait des représentants des médias, des journalistes, des syndicalistes, des gens qui s'intéressent à ce sujet et qui ont des compétences. Et à l'issue de ces états généraux, alors on a fait des consultations publiques par le biais du CESE également, et à l'issue de ce long processus, on a publié un rapport qui est en ligne, que vous pouvez consulter, le rapport des états généraux de l'information. Il y a aussi tout ce qui a été dit dans les groupes de travail, parce qu'il y a évidemment tout le monde n'était pas unanime, donc on a fait le choix de publier aussi des opinions dissidentes qui n'étaient pas... Tout le monde n'était pas aligné sur tous les sujets, notamment sur le sujet de la gouvernance, par exemple. Il y a eu vraiment beaucoup d'opinions différentes. Est-ce qu'il faut un droit de veto? Est-ce qu'il faut un droit d'approbation des rédactions quand il y a un nouvel actionnaire? Les gens n'étaient pas du tout d'accord les uns avec les autres sur ces sujets-là. Et en ce qui concerne le contrôle des concentrations, on a proposé vraiment une réforme importante du contrôle des concentrations qui permette justement à l'autorité de régulation qu'est l'Arcom de prendre en compte ce nouvel univers numérique dans son appréciation du pluralisme des médias. Et on a essayé de faire un ensemble de propositions qui adressent certaines des questions, pas toutes, je dois reconnaître. Mais concrètement, que peut faire l'Arcom du coup? Alors, ce qu'on préconise, c'est de passer à un système soit plus proche du cas allemand, soit plus proche du cas anglais, dans lequel on évalue le pouvoir d'influence des médias dans l'opinion. On a des mesures pour faire ça, on sait le faire. Les autorités britanniques ou allemandes procèdent ainsi et essayent de regarder quel est le pouvoir d'influence, ça s'appelle comme ça. Alors il y a une méthodologie qui a été développée par un chercheur italien aux États-Unis qui s'appelle Andrea Pratt et qui propose de mesurer le pouvoir d'influence finalement d'un média. Donc plutôt que des parts de marché, on va regarder ça, voilà, pour voir si un acteur est trop important. Exactement. En fait, ce qui est vachement le point de vue de ça, c'est que d'habitude vous réfléchissez en termes de parts de marché. Vous allez dire bah tiens, si TF1 c'est 40% des parts de marché. Voilà. Et l'idée, c'est de se dire, c'est pas pareil si tous les gens qui regardent TF1 ne regardent que TF1, alors que tous les gens qui regardent France 2 regardent France 2, écoutent France Inter et lisent Le Monde. Là, j'ai fait un peu caricatural. Parce que dans ce cas-là, en fait, le pouvoir d'influence de France 2, ça va être que d'un tiers, parce que ces gens-là vont être exposés à 3 médias différents. Donc, en fait, il faut pondérer finalement la part de marché de chacun par l'exposition des gens qui consomment ce média à différents autres médias. Est-ce que les gens qui regardent CNews lisent Le Monde? Bah, alors, il faut demander à l'Arcom, mais d'après la dernière enquête qu'ils ont fait, pas vraiment. Non. Alors, peut-être par rapport aux états généraux de l'information, mais la question s'adresse à tout le monde, parce que je vois qu'il y a 2 questions du public sur l'éducation. Donc on a, est-ce que l'éducation pourrait être un des problèmes, des croyances, des solutions j'imagine, aux croyances des fake news, et on a aussi comment former les citoyens pour repérer les images générées par l'IA et ou la diffusion de ces images vidéo. Est-ce que ça inspire l'un de vous, ces questions sur la formation du citoyen? Moi, je peux répondre un peu sur l'éducation, si vous voulez, mais pas parce qu'on a travaillé dessus avec Andrea Pratt, justement, et un autre chercheur qui s'appelle Simon Briol. On a essayé d'essayer de comprendre pourquoi les plus jeunes ne consommaient pas d'informations, pour commencer. Et est-ce que c'était dû au fait qu'ils savent plus ce que c'est de l'information ? Littéralement, c'est-à-dire les interroger. Et on a commencé à faire des enquêtes où on interroge les gens. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre dernière expérience de consommation d'informations, voir ce qu'ils nous disent. Est-ce qu'ils vont nous dire bah tiens, j'étais sur TikTok ce matin, ou est-ce que j'ai ouvert Le Monde, ou j'ai vu la télévision. Est-ce que c'est un problème de définition? Finalement, ils savent pas ce que c'est que l'information. Est-ce que c'est quand même un frein financier, ce qui est une vraie question, parce que quand je vous dis que les gens sont pas prêts à dépenser plus de 8-9 euros, en fait, voilà, un abonnement aux médias c'est 12 euros. Non, mais je vois qu'il y a des gens qui hochent la tête, mais véritablement, en vrai, pour un lycéen ou un étudiant, 12-14 euros par mois pour un abonnement. Alors peut-être qu'il dépensera davantage pour aller acheter des vêtements de mauvaise qualité chez Shein, mais n'empêche que ça fait quand même un frein à la consommation. Ou est-ce que c'est un espèce de mixte entre les deux? Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une expérience à grande échelle en fait avec Simon et Andrea. On a recruté 10 000 lycéens
On a pris 245 lycées en France, on a 320 classes. En fait, on va présenter pour la première fois les résultats la semaine prochaine à l'Arcom, mais du coup, vous allez en savoir un tout petit peu plus avant aux Journées de l'économie. Et en fait, on a testé on a eu 4 groupes différents, donc un groupe de contrôle, hein, c'est une expérience randomisée, un groupe de traitement. On a pris 4000 lycéens, on leur a donné un abonnement gratuit pendant un an à un journal. Un groupe qu'on a traité avec simplement de l'éducation aux médias. Donc on a pris les programmes du CLEMI, qui est la formation à l'éducation aux médias en France, et puis un groupe auquel on a donné les deux. Et la première chose qui est vraiment frappante, en particulier quand vous vous mettez un tout petit peu dans le contexte de toutes les expériences randomisées, c'est que l'utilisation de l'abonnement, donc le fait que les gens ont utilisé ce qu'on leur a donné gratuitement, a été massive. Vous avez plus de 3/4 des gens à qui on a donné un abonnement gratuit qui l'ont activé. Parmi ces 3/4-là, vous avez en tout 65% qui sont allés sur le site. Et puis ensuite, vous avez encore une part importante de ces jeunes qui se sont rendus à répétition sur le site. Ça veut dire que déjà, si vous leur donnez cette information de manière gratuite, ils vont la consommer, ils vont l'utiliser. Donc ça, c'était vraiment la première chose qui était extrêmement rassurante. La deuxième chose, c'est que le fait d'avoir accès à cette information-là gratuitement, et encore plus quand vous le couplez avec l'éducation aux médias, ils vont avoir davantage tendance à vérifier les informations. Donc ça veut dire quand même qu'ils vont redéfinir un tout petit peu leur rapport à l'information. Donc on leur a fait, à la fin, on a fait passer des enquêtes, on leur donnait des vraies, des fausses informations. Vous voyez s'ils allaient vérifier leur source, ça a cet effet positif là, et davantage encore même le frein monétaire que purement les comportements d'éducation aux médias. Et la troisième chose qui nous a vraiment frappé et que je trouve vraiment intéressante, parce qu'on n'a pas encore prononcé le mot d'inégalité, mais je pense que dans tout ce débat, un des énormes enjeux, y compris par rapport à l'éducation, c'est vraiment l'enjeu des inégalités d'accès à l'information, des inégalités informationnelles, de connaissances et même de définition. On les a interrogés, donc au début on a regardé l'effet global d'avoir accès à un média gratuitement sur leurs connaissances politiques. Donc on les a interrogés sur des questions d'actualité, quel est le nom de la présidente de la Commission européenne, comment s'appelle le Premier ministre en France, ça c'était un peu tricky, ça dépendait des jours où on faisait passer l'enquête, mais en contrôlant pour ça on y arrivait. On les a interrogés sur le taux de chômage, etc. Et en fait, en population générale, le fait de lire davantage les journaux, ça les avait pas fondamentalement, ça n'avait pas fondamentalement amélioré leurs connaissances. Et ensuite, on a regardé en fonction des lycées. Donc, on a 246 lycées, un peu plus de 300 classes. Donc, on peut regarder, on a des lycées absolument partout en France. On avait fait l'expérience France métropolitaine et au-delà. Et on a regardé en fonction du milieu social des lycées. Donc c'est assez bien catégorisé aujourd'hui en France par la TEP. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage supplémentaire dans les 2/3 des lycées les plus favorisés, tels que définis par les résultats obtenus au bac, le revenu moyen des parents, le pourcentage de boursiers, etc. On a vraiment un très fort apprentissage dans les lycées. C'est même pas au niveau des individus, on travaille même au niveau global du lycée, donc en plus on a du bruit. On a un très fort gain d'apprentissage parmi les individus qui viennent des milieux les plus défavorisés. Donc vous avez en fait des gens qui savent pas ce que c'est que l'information, et ça on le voit au départ, quand on leur dit comment vous vous informez, quand ils répondent en fait leur source principale de très loin d'informations. Je dis pas que ça en est pas, mais ça pose un rapport aux médias, à la production, c'est Hugo Décrypte. Donc c'est une chaîne YouTube. Donc c'est un journaliste, c'est pas une rédaction, ce qui pose aussi des problèmes en termes de pluralisme. Et là, on est à 40% des jeunes dans notre échantillon. On est sur 10 000 personnes, c'est vraiment complètement représentatif. Beaucoup moins les journaux. Quand vous leur donnez un journal gratuitement, ils le consomment. Ça améliore pas les connaissances en fait, des enfants qui viennent de milieux pas que très favorisés, c'est sur 2/3, donc classe moyenne et milieu favorisé, mais sur le tiers la plus défavorisée de la population, en fait, on a une amélioration des connaissances et on voit vraiment ce problème d'inégalité informationnelle. Ce qui pourrait conduire, si on n'arrive pas à le résoudre, à davantage justement de polarisation politique. Donc il y a quand même des choses à faire par rapport à ça, et je pense que quand les chercheurs, c'est l'avantage en économie, quand on fait comme ça des expériences à grande échelle, on peut quantifier, voir combien ça coûte, voir comment ça marche, voir quels sont les effets. Ça veut dire qu'aussi on pourrait avoir des politiques mises en œuvre à grande échelle qui auraient pour but finalement d'implémenter ça beaucoup plus largement chez les plus jeunes, parce que je pense que notamment il y a vraiment un enjeu avant 15, 16, 17, 18 ans. À partir de 20, 25 ans, vos pratiques informationnelles, elles sont faites. Ils sont installés. Sur cette question de l'éducation aux médias, une petite anecdote, mais Jean-Marc Vittori des Échos me disait l'autre jour, mon fils me dit, pendant qu'on était en train de manger, il est là ? Mon fils m'a dit que désormais les marques de textiles allaient écrire l'âge des enfants qui ont contribué à produire les t-shirts. Et du coup, moi, Jean-Marc lui a répondu, mais t'as lu ça où ? Le média s'appelle le Gorafi.
Donc c'est vrai que cette éducation aux médias, c'est aussi, bon, j'aurais pas dû vous citer Jean-Marc, mais je pense pas que c'est un cas isolé. Mais qu'est-ce qu'on apprend du coup dans cette éducation aux médias? Est-ce qu'on apprend aux enfants, aux élèves à distinguer une source fiable d'une source non fiable? Il y a vraiment, donc nous on est parti sur le Climi, il y a vraiment un certain nombre de formations différentes, on les a un peu toutes testées, celle qui a vraiment marché, donc il y a ça en partie, donc vous essayez de dire aux gens, bah, ça c'est bien, c'est un journal, ça c'est pas un journal, il faut vérifier de l'information, voilà. Celle qui marche le mieux, enfin en tout cas nous d'après notre expérience c'est vraiment frappant. On a regardé un tout petit peu ce qui s'est fait en éducation aux médias à l'international et j'ai l'impression que c'est pas que dans le cas français. C'est vraiment ce qui s'appelle, enfin ce que le Climi a appelé classe investigation, c'est quand vous apprenez aux jeunes à créer leur journal. Ça, c'est vraiment le programme d'éducation aux médias le plus efficace. En fait, vous leur faites créer de l'information. Et là, ils se rendent compte de ce que c'est qu'un journaliste, en fait. C'est quoi créer un journal? En fait, pour eux, ils ne savent pas au départ. Et vous avez plein de gens qui vont grandir et vous allez avoir l'impression que voilà, c'est soit faire une vidéo sur YouTube, soit même, pour des gens qui les écrivent, faire une newsletter sur Substack. Sauf que c'est pas ça, faire de l'information. Vous communiquez peut-être une information à un savoir, mais vous ne faites pas une rédaction. Vous ne créez pas de l'information comme bien public, justement, défini avec le pluralisme, les faits, une couverture d'informations politiques et générales. Et vraiment, la chose qui marche le mieux, nous, dans ce qu'on a pu voir, c'est vraiment classe investigation. Donc, vous les apprenez à faire, soit écrire des articles de journaux, créer leur journal, créer leur chaîne radio. Et donc, en fait, le fait de mettre la main à la pâte et de découvrir le métier, ça leur fait prendre conscience du fait que c'est un métier, de comment il fonctionne, et c'est ça d'après nos estimations en tout cas, de ce qui fonctionne. Ils ont trouvé des sujets ou des angles un peu originaux ou... Ah bah ça, on n'est pas allé jusqu'à demander à leurs professeurs s'ils étaient satisfaits de ce qu'ils avaient créé. Non, mais je me demandais la créativité. Yann, vous voulez rebondir sur cette question de l'éducation ou de la formation? Oui, rapidement, non, mais parce que donc, je suis vraiment complètement d'accord avec ce que vient de dire Julia et Anne, mais si je fais juste un pas en arrière, bien sûr, la formation, l'éducation à l'information, etc., est absolument essentielle. Mais ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Julia, c'est-à-dire que n'exagérons pas vraiment l'importance des réseaux sociaux ou de l'IA. Si petit à petit, vous avez maintenant une polarisation et une crise de la démocratie, c'est parce que derrière, vous avez des soubassements très très forts. Et si je prends la question un peu de l'éducation, par exemple, vous pouvez bien sûr travailler sur la question de l'accès à l'information, mais si vous n'avez pas travaillé à l'école sur la tolérance, sur la diversité, sur l'exposition, vous n'allez pas travailler sur les racines très très fortes. On sait qu'on est dans une société très particulière, avec des individus qui vont chercher parfois vraiment un désir sans aucune contradiction. Vous avez un très très bon livre là, de Gérald Bronner qui vous montre que ça peut même vous conduire à vous transformer en chien, mais vous n'êtes pas content parce que quand vous vous trimballez avec les autres chiens, ils ne vous acceptent pas, ou ce genre de choses. Je vous le conseille, hein, c'est vraiment... On est dans un monde vraiment de l'épanouissement total de l'individu, mais avant, c'était un individu universel. Maintenant, c'est un individu comme assez replié et qui est flatté dans les réseaux sociaux. Si vous ne travaillez pas par des politiques qui, dès le départ, vraiment essayent d'apporter un peu de la diversité. Là, on a fait 2 études. Je vous dis juste, par exemple, moi, ça m'a vraiment frappé parce qu'après, on pose des questions sur les médias. On a fait une étude sur la formation, comment est-ce qu'on forme les profs pour les amener à faire coopérer les élèves à l'école. Donc, vraiment très concrètement, parce qu'on sait qu'en France, on a tendance à avoir un enseignement un peu trop vertical, où ils prennent des notes plutôt que de travailler en groupe, mais à chaque fois les professeurs vous disent vous êtes gentils, comment donnez-moi aussi un peu une mallette des professeurs pour les faire travailler en groupe, autrement ça va être vraiment on a vraiment créé des microstructures de coopération. Ensuite, on leur pose des questions sur la tolérance. C'est une grande étude randomisée qu'on a fait avec Élise Zellery. Et on commence à avoir des résultats exceptionnels sur la tolérance, sur l'écoute des autres, sur la contradiction. Donc voilà, ils sont prêts ensuite à avoir un discours critique. De la même façon, avec Élise Zellery et Julien Grenet, il y a eu une superbe étude sur la diversité. Vous avez toute une politique après les attentats de Charlie Hebdo, où, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Najat Vallaud-Belkacem a émis toute une politique de diversité au collège en essayant d'exposer beaucoup plus, en particulier les jeunes de milieux sociaux défavorisés, à des milieux plus favorisés. Et là, pareil, il n'y a pas tellement de résultats sur les résultats académiques, mais on trouve des résultats sur l'acceptation de l'autre, la tolérance, absolument, enfin voilà, qui redonne de l'espoir. Donc voilà, je dis juste qu'il faut, moi j'ai l'impression qu'il y a une crise sous-jacente dont il faut s'attaquer vraiment aussi. Alors, j'ai toujours dans les questions du public une question évidemment difficile qu'on a commencé un peu à esquisser, mais selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour stopper les menaces évoquées lors de cette table ronde? Donc bon, on a évoqué un certain nombre de solutions. Je repense peut-être, Yann, à la discussion qu'on avait eue, vous m'aviez parlé de Taïwan.
et, si je me souviens bien, du côté positif de l'IA. Oui, parce qu'effectivement, là, je suis désolé, on vous a plombé votre après-midi, on a été vachement négatif. Mais vous voyez, on pourrait très bien prendre quand même aussi un peu une position inverse. Et d'ailleurs, vous avez un très très bon article qui a été fait dans Nature par tout un collectif d'universités, Oxford et autres, qui a cette vision un peu plus équilibrée de l'IA en disant, mais bon, bien sûr, il y a un vrai problème derrière, c'est le fait qu'il y ait une concentration du pouvoir de l'IA auprès de GAFAM et que ces algorithmes ne sont pas transparents. Donc il faut absolument, si on veut à nouveau nourrir la démocratie et démocratiser l'IA, il va falloir s'y attaquer. Et ça dépend de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de fatalité. Donc il faut trouver des bonnes régulations. Mais ça, je pense que Anne et Julien ont plein d'exemples à développer sur ce point. Mais ensuite, quand vous regardez vraiment sur le fonctionnement de la démocratie, sur comment est-ce que j'arrive à créer de la contradiction, en fait, un fonctionnement de la démocratie, c'est quoi? C'est d'avoir aussi des sources de médiatisation pour que les conflits que l'on a, on a tous. Il y a toujours des conflits dans la répartition ou autre dans une société. On a inventé depuis maintenant quelques siècles un modèle démocratique qui le transforme, ces conflits, en des solutions et des solutions pacifiques, en évitant qu'on s'écharpe. L'IA pourrait très bien servir ce point-là. Il y a eu en particulier tout le développement des problématiques de civic tech. Vous savez, ça fait longtemps qu'on parle des civic tech. On a du mal à trouver la petite pépite de la civic tech. Bon, l'IA, en condensant très rapidement l'ensemble des informations, en les synthétisant et en essayant aussi après de créer à grande échelle des points de consensus, en faisant ressortir très facilement les points de consensus, en fait, est un objet très intéressant. Et vous avez une ministre absolument géniale qui s'appelle Audrey Tang, qui était vraiment très influente justement dans la tech dans la Silicon Valley. Au moment du blocage du Parlement de Taïwan par la jeunesse, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques années, elle a été amenée à la rescousse pour essayer de développer une plateforme. Elle l'a développée d'abord avec les réseaux sociaux et maintenant ça s'appelle Police. Et c'est traité aussi avec l'IA, et c'est vraiment très très intéressant parce que ça fait émerger, plutôt que ce qui vous divise, quels sont les dénominateurs communs ou les minimums de consensus. Madrid est en train de l'utiliser aussi pour faire émerger des nouveaux projets un peu plus citoyens. Je vous donne un autre exemple, c'est que l'IA peut aussi permettre aussi d'avoir des débats démocratiques beaucoup plus inclusifs. Typiquement, lorsque vous travaillez maintenant avec des associations comme Terre d'Asile ou autres pour essayer de faire parler la voix des migrants, avec l'IA, vous avez la traduction automatique de l'ensemble de vos langages, etc. D'accord ? Donc, pour des jeunes migrants qui arrivent en France avec chacun une compréhension différente, vous avez une plateforme d'expression commune, automatique, pour avoir accès aux différents services publics ou ce genre de choses. Et on pourrait prendre la même chose sur les informations. On a beaucoup parlé des deepfakes, des mauvaises informations. Mais vous avez des études qui montrent que finalement, l'IA peut tout autant, d'une certaine façon, ça dépend comment vous l'utilisez, bien sûr, mais augmenter la connaissance aussi et l'information des différents électeurs. Vous pouvez maintenant très vite vous informer sur quelle est telle situation. Et pour le moment, les informations ne sont pas encore complètement déformées. C'est ce que montrait un peu cette étude justement de Nature en disant, lorsque je lui pose quand même des questions très factuelles sur... Alors, ce n'était pas les exemples que tu prenais sur la Terre est plate, etc. Mais si vous posez des questions un peu factuelles, scientifiques sur ChatGPT, il est quand même capable de vous répondre pour le moment sur des faits relativement simples et éclairés. Donc, parce qu'il y avait eu des chiffres qui avaient circulé sur 40% d'erreurs, je crois, sur ChatGPT. Alors, je ne sais pas si c'est des questions mal formulées ou orientées. Oui, non, mais c'est sûr, c'est pas parfait. Alors déjà, il y a eu des progrès depuis, il faut savoir prompter, etc. Mais voilà, ça peut aussi offrir vraiment des nouvelles plateformes pour pouvoir recréer du débat et du consensus. Le seul problème de cette plateforme, c'est qu'elles sont privées. Et donc, elles peuvent être complètement épiées. Et donc, à la fin, ça reste une question de pouvoir et de se réapproprier ces algorithmes ou de savoir vraiment bien les réguler. Sur cette question de régulation ou de transparence des algorithmes, si l'une de vous deux veut compléter ou rebondir. Voilà, là, on sort un peu de mon domaine de compétence. Sur l'éducation, je pense qu'il y a quand même un fondamental qui est l'esprit critique, former les individus à l'esprit critique. Par exemple, mais ça, c'est pas forcément de l'éducation aux médias, c'est, je dirais, que le prof de maths apprenne comment une statistique est construite, par exemple. Quand on dit il y a X% de gens qui pensent que, etc. C'est qui ces gens? Comment est-ce que ces informations ont été recueillies? Comment est-ce qu'on pourrait
pourrait mesurer la même chose différemment? Est-ce qu'on pourrait l'interpréter de la même manière, etc. C'est absolument fondamental d'amener les gens à s'interroger sur la façon dont sont produits ce qui sont présentés comme des faits, qui souvent, évidemment, si on connaît la méthodologie, on dit, bah oui, si j'utilise cette méthodologie, j'obtiens ce résultat. Mais être capable d'interroger la méthodologie par laquelle est produite un énoncé, qu'il soit scientifique ou historique, factuel, etc., c'est quelque chose qui devrait être appris à l'école et pas forcément dans un cours d'éducation aux médias, mais dans le courant, je dirais, de l'éducation tout court. Hein. Donc, après, par exemple, pendant un cours d'histoire, on va expliquer aux élèves exactement. comment vérifier. On pourrait expliquer, par exemple, les historiens pourraient expliquer qu'il y a eu du négationnisme à l'égard de la Shoah, par exemple, et expliquer comment ces contenus négationnistes sont nés et qu'est-ce qu'on peut en penser et quel est l'état de la science sur cette question. Il y a quand même un état de la science historique. On ne peut pas dire n'importe quoi. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est le type de remise en perspective que les profs d'histoire pourraient faire à l'égard de pas mal de choses, finalement. Hein. Mais la méthodologie pour... Par rapport à ça, un truc la seule politique nationale ambitieuse d'éducation aux médias qui a été mise en place au cours des dernières années, c'est en Finlande. Et c'est vachement intéressant ce qu'ils ont fait en Finlande, parce qu'en fait, ils ont décidé de mettre de l'éducation aux médias dès la maternelle dans tous les cours. Donc c'est pas que vous avez genre 2 heures par semaine au lycée d'éducation aux médias, c'est-à-dire qu'en maths, en fait, vous avez pris tous les exemples finlandais, en maths, on va vous apprendre où trouver les chiffres, comment les vérifier, et ça marche bien. Alors le problème de ça, c'est que pour avoir des effets, il va falloir attendre 20 ans. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le mettre en place tout de suite, parce qu'il y a quand même vraiment une urgence, et puis ensuite voir comment on fait pour... C'est exactement de cette expérience-là qu'on s'est inspiré quand on a réfléchi là-dessus dans le courant des états généraux de l'information. Alors après, juste peut-être un mot, c'est moins marrant de discuter de ça, mais comment est-ce que les médias peuvent se prémunir contre le pillage, disons, de leur contenu? On en parlait tout à l'heure. Le Monde a signé un accord avec OpenAI sur ce sujet, mais grosso modo, ce qu'on voit bien, c'est que la rémunération du contenu unitaire par un moteur d'IA est totalement illusoire et infaisable. Déjà, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils utilisent et dans quelle proportion. Voilà, exactement. Donc, à l'heure actuelle, moi, personnellement, mais je suis prête à entendre tout à fait autre chose, je ne vois pas tellement d'autres solutions que des choses qui ont été faites dans le domaine de la musique avec la licence globale, finalement. C'est-à-dire l'idée qu'on paye un forfait, où on paye, disons, un certain montant pour avoir droit à des tas de contenus qui seraient dans une sorte de coffre-fort numérique, c'est-à-dire les médias pourraient, par exemple, mettre leur contenu sur une plateforme numérique que personnellement je verrais bien être une plateforme d'État, que ce soit, je sais pas, on peut penser à la BNF, à l'INA, enfin il y a plein de solutions malgré tout dans lesquelles les médias pourraient déposer leur contenu et les moteurs d'IA, les sites d'IA pourraient avoir accès à ce coffre-fort numérique en payant une redevance globale qui permettrait de rémunérer les contenus. Après tout, quand on s'abonne à Apple Music, on fait ça, hein, on paye un certain montant mensuel, on a accès à tout et ensuite, les producteurs de contenu sont rémunérés. Alors, on peut discuter beaucoup du fait que Apple, par exemple, a évidemment un pouvoir de marché très important par rapport à chacun des fournisseurs de contenu, mais malgré tout, c'est un début de solution qui permettrait probablement de rémunérer les contenus utilisés par les sites d'IA. Et de rééquilibrer un tout petit peu le rapport de force. Yann, vous vouliez rebondir ? Par rapport à ça, juste un point. Moi, je pense que si on a bien une chose que... Désolé, ça va être un point horriblement technique, mais vraiment important, que nous a appris la régulation sur le droit voisin. D'après moi, la grande erreur, ça a été de faire une directive sur le droit voisin et pas une régulation. Ça veut dire quoi concrètement? Comme c'était une directive sur le droit voisin, chaque pays européen a dû le retranscrire dans son droit national. Or, l'idée d'avoir une régulation au niveau européen, c'était de créer un rapport de force. Vous aviez les pays de l'Union européenne face aux plateformes pour justement inverser le rapport de force. Or, quand vous faites une directive, vous laissez chaque pays face à face, et c'est ça qui a fait quand même que les plateformes sont allègrement assis sur leurs obligations, même si régulièrement elles ont des amendes de l'autorité de la concurrence en France, mais elles les ont quand même très peu respectées. Donc si on doit faire pareil sur l'IA, je pense que ça doit être fait au niveau de l'Union européenne, pas avec une directive, mais une régulation européenne, pour qu'au moins la négociation et le bras de fer soit complètement global et qu'on inverse finalement le niveau des rapports de force.
compléter et revenir un peu sur les régulations pour protéger nos démocraties. Bon, déjà, vous avez quand même plein d'expérimentations qui montrent le fait d'avoir des fact-checking ou juste de demander aux personnes est-ce que vous êtes sûr que vous voulez retweeter cette information avant de la vérifier, etc. Ça peut aussi, petit à petit, faire prendre conscience à un esprit critique et de réfléchir. Vous avez une très bonne étude comme ça avec Katia Zurouskaya ou Sergei Guriev qui montre ce type de mécanisme. Donc, c'est pas parfait, d'accord. Les community notes, on va voir comment est-ce que ça se développe, mais ça peut être aussi une autre façon. Donc ça, vous avez toute une partie comme ça, un peu de régulation. Mais vous avez aussi un peu des régulations externes. Comment protéger nos démocraties contre des tentatives de déstabilisation via les réseaux sociaux et qui utilisent vachement l'IA. On sait qu'il y a eu énormément d'élections ces derniers temps qui ont été déstabilisées par des puissances étrangères. Bon, mais on a quand même maintenant des organismes qui sont pas très bien dotés, mais qui sont quand même vraiment au cœur de la stabilité de nos démocraties. Je ne sais pas, est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de Viginum ? Vous voyez, c'est étonnant, pratiquement personne. Alors que, franchement, s'il y a un organisme qui sauvera nos élections de 2027... L'ARCOM. Il y a l'ARCOM aussi, mais l'ARCOM, tout le monde connaît, mais Viginum... C'est vraiment, ça a été créé juste après l'affaire Samuel Paty. Pourquoi ? Parce que dans le chaînon un peu des responsabilités, il y a plein de choses qui ont dysfonctionné, mais il y a une chose qui a vraiment dysfonctionné, c'est de ne pas tout de suite couper la communication sur les réseaux sociaux. En fait, ce qui se passe, un père fou ou une fille qui ment, ou etc., vous en aurez toujours. Mais le fait que le père puisse parler sur les réseaux sociaux, faire appeler un imam Sefraoui, qui appelle lui ensuite au meurtre, et vous avez toujours un doudingue qui vient de telle ou telle ville pour monter, c'est ça qui a été le problème. Donc il faut très vite extraire les personnes et vraiment voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc on a créé Viginum, et la personne qui s'en occupe à l'heure actuelle essaie de détecter absolument tout. Donc par exemple, les punaises de lit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de punaises de lit. Ça ne sert à rien de changer 20 fois vos matelas, c'est de la propagande russe. C'était juste pour déstabiliser le gouvernement. C'est pareil, le petit sachet de coke de Macron, vous savez, dans ce wagon avec ils étaient le président tous en train ukrainien. de faire de la fête avec de la coke, avec le président polonais, etc. Ben non, c'était un mouchoir, et c'est pareil, c'est de la propagande. Et l'IA sait très bien le faire, ça. Donc il faut le contrôler. Le problème, c'est que maintenant, les États qui, petit à petit, nous déstabilisent, passent par des entreprises privées. Donc c'est très dur de remonter. Utilisent l'IA pour envoyer des informations comme un humain, d'accord, pas comme un robot bêtement, mais hop, il va hésiter, puis après il renvoie une mauvaise information. Et surtout, chose absolument extraordinaire, ce dont fait Viginum, c'est qu'ils essayent de vérifier que vous n'avez pas des tentatives où justement vous transformez même le contenu de certains articles. Vous êtes sur vous lisez Le Monde, et tout d'un coup, vous avez une modification pas de tout l'article, parce que le journaliste et Jean-Marc Vittori s'apercevraient si on changeait l'ensemble de ces articles. Mais hop, vous essayez de changer une ou deux phrases ou une conclusion. Et puis, donc, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et Viginum, malheureusement, ils sont que, je crois, une soixantaine, avec quelques personnes en géopolitique et surtout des data scientists. Mais et voilà, concrètement, comment ça marche ? J'envoie le lien. Et on est l'un des premiers à le faire, voilà, en France. Concrètement, j'envoie le lien et je dis j'ai une suspicion sur cette information. Pouvez-vous vérifier, c'est ça Alors oui, vous pouvez faire ça, mais Viginum est plus... bien sûr, vous pouvez les contacter. Je ne sais pas si vous... c'est eux ça part d'eux en fait. Mais voilà, ça part d'eux. Ils sont vraiment... Et ce sont pas... Je vous dis juste une chose, c'est qu'on n'est pas juste manipulé par les Russes. Même par des amis et des voisins. Je vous conseille vraiment de regarder ce que fait Viginum. Ça prouve que voilà... ils sont ils sont pas assez dotés, mais on a pris quand même conscience de ça. Une dernière question, alors peut-être aussi on va rester dans le domaine très pratique parce qu'il nous reste peu de temps. On a quelqu'un qui nous dit j'utilise beaucoup brief.me pour avoir l'essentiel de l'info sans y passer trop de temps. Est-ce que vous recommandez d'autres médias ? Alors on s'adresse à des gens qui ont peu de temps mais qui veulent quand même s'informer de manière à peu près solide. Est-ce que vous avez des conseils Non, mais brief.me, sauf erreur de ma part, mais ça a été créé par Laurent Mauriac, qui avant était journaliste à Rue 89. Et l'idée, c'était à la fois de se dire qu'une des raisons pour lesquelles les gens allaient sur les plateformes et les réseaux sociaux, c'est qu'ils n'avaient pas le temps de tout lire et que finalement, ils se mettaient sur Google News ils voulaient être informés.
Mais il se satisfaisait d'avoir quelques snippets, sauf qu'en fait, c'est pas éditorialisé ou c'est éditorialisé complètement au clic et en plus, ça apporte pas de revenus aux médias. Donc en fait, de faire un peu cette revue de presse à la place, à la place des plateformes, mais beaucoup mieux par des journalistes qui travaillent et qui finalement distribuent cette revue de presse là. Enfin, moi, je trouve que c'est d'excellente qualité. Ensuite, c'est enfin, je pense que Laurent, il ne sera pas vexé qu'on dise ça, c'est extrêmement niche. Voilà, c'est un business model qui va bien marcher pour une. Mais la vérité, fondamentalement, quand même, c'est que normalement, c'est le travail d'une rédaction. Alors, ce que fait Laurent, l'idée, c'était un peu de raccourcir les journaux et de raccourcir les médias, mais le travail d'une rédaction, normalement, Bien choisir sa une, bien choisir sa couverture. C'est éditorialisé, de mettre en une. Et je pense qu'une des dérives qu'on a eues au cours des dernières années, alors s'il y a des journalistes, ils vont tous me bondir dessus en me disant non, c'est notre métier. Bon, c'est qu'à un moment donné, les journalistes, ils ont appris pendant des années à faire court, parce que ça devait tenir sur une pagination, et qu'ils ont un peu arrêté de faire court en passant en ligne, parce qu'en fait, du coup, ils avaient un espace qui devenait un espace illimité, y compris sans... Et en fait, j'ai l'impression, moi, ça fait partie des trucs que j'aimerais bien faire à un moment, presque pour m'amuser comme chercheuse, mais maintenant, ils mettent le minutage, de voir finalement que les articles sont devenus de plus en plus longs. Dans un monde où les gens ont un temps d'attention, c'est pas une bonne chose, mais qui, de facto, par la manière dont ils ont grandi, notamment les jeunes, étaient élevés aux vidéos, est de plus en plus court. Et donc, finalement, on a créé une espèce de mismatch entre le temps d'attention des citoyens consommateurs et la longueur des articles produits par les journalistes. Donc j'ai presque envie de dire, plutôt que brief me, il faudrait que Laurent Mauriac aille briefer les rédactions pour réapprendre à faire court, y compris en ligne, ce qui était une qualité qu'on connaissait aux journalistes il y a encore quelques décennies. C'est vrai que là-dessus, Le Figaro, par exemple, récemment, leur nouvelle ligne, c'était nos contenus différenciants. C'est pas les dépêches AFP, c'est pas les petites news, c'est les enquêtes, c'est les reportages. Et du coup, effectivement, ils vont plutôt, paradoxalement, vers des contenus longs. Merci à tous pour cette table ronde. Il nous reste juste 2-3 minutes. Peut-être pour aller plus loin, donc il y a le livre de Julia, L'information est un bien public. Il y a un rapport du Trésor sur l'économie de l'attention à l'ère du numérique. Et peut-être, Yann, vous avez cité pas mal de travaux. Si vous voulez en citer un ou deux pour ceux qui veulent aller plus loin, et pareil pour vous. Et les états généraux de l'information. Yann, je ne sais pas, vous avez cité pas mal de travaux. Si on avait un à lire... L'article qui résume, c'est il y a une note sur la fièvre parlementaire et il y a un article qui vient de sortir, alors plus en anglais, sur Emotion and Policy Views avec Sven Sancheva. Et puis il y avait un article, un livre où on essayait un peu de comprendre ces changements plus sociétaux avec Daniel Cohen qui s'appelle Les origines du populisme. Voilà, merci. Merci à tous et merci pour vos questions. Bon après-midi.